Je tiens simplement à remercier chacun d'entre vous qui avez commenté, aimé et interagi avec la dernière vidéo que j'ai publiée. Aujourd'hui ou demain si vous êtes aux États-Unis, c'est l'anniversaire de ma femme, le 15 janvier. Alors si vous le pouvez et si vous en avez envie, n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis sûr qu'elle sera très agréablement surprise dans la section des commentaires demain matin. Ne t'inquiète pas, je vais nous emmener dans un endroit sympa. Mais bon, pour l'instant les gars, j'espère que vous êtes prêts. Et soyez prévenus, certaines de ces histoires sont très troublantes. Alors avancez avec prudence. C'est l'heure de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Avant de commencer, je pense qu'il est important de vous donner un peu de contexte. J'ai actuellement 20 ans. Mais lorsque ces événements se sont produits, j'avais entre 15 et 17 ans. Je n'avais jamais téléchargé Tor et j'utilisais des logiciels basiques car je ne suis pas très doué en informatique. Je ne croyais pas vraiment non plus à tout le battage autour du dark web. Je n'ai jamais trouvé de raid room ni de meurtre convaincant, mais j'ai quand même quelques histoires bien tordues. Une en particulier qui tourne autour de crash d'avion. Ce site avait des centaines d'enregistrements de boîtes noires et tu pouvais les écouter sans aucune censure. Elles contenaient des enregistrements de tout, des crashs d'avion au détournement. Je suis quelqu'un de morbide. Donc naturellement, j'en ai écouté quelques-uns. Si vous avez l'estomac fragile, je ne vous conseille pas de chercher ce site. On pouvait entendre des gens pleurer, prier, crier, en plus des bruits de collision, des impacts et des coups de feu. Le pire, c'était un pilote qui semblait parler à lui-même pendant ce qu'il décrivait comme une panne totale de moteur. Il était le pilote d'un avion de ligne transportant 4 familles hors de Chine. Il y a de courtes descriptions des avions, des pilotes et de ce qui s'est passé sous chaque fichier audio. Dans cet enregistrement, on pouvait l'entendre prier, les commandes émettaient des bruits frénétiques et sa voix affolée et paniquée s'estompe lentement. À un parent fantôme d'acceptation, je n'oublierai jamais la peur absolue dans sa voix pendant qu'il parlait, ce que je suppose être du chinois, et je n'ai pas pu comprendre ses mots. Son ton m'a dit exactement ce qu'il faisait. Les films ne donnent pas une description précise de la peur. Ils ne transmettent pas l'impuissance d'un être humain piégé dans une boîte de conserve volante dans le ciel alors qu'elle retombe sur terre. J'ai eu l'impression d'être avec lui lorsque j'ai entendu l'avion s'écraser. J'ai été témoin de ces derniers instants à travers mon casque et j'ai entendu le moment où cette petite boîte noire a cessé d'enregistrer. La description disait que l'avion qui s'est écrasé n'avait aucun survivant et qu'il y avait plus de 40 petits-enfants à bord. Je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé puisque le site ne proposait que de brèves descriptions et des fichiers audio, mais les voix que j'ai entendues étaient celles de vraies personnes et cela va me hanter pendant très longtemps. C'était plutôt anodin comparé à ce que j'ai découvert ensuite. Trafic d'êtres humains. Le ranch de bétail. Cliché, je sais. Tout le monde, même leur mère, a une histoire sur la traite des êtres humains venant du dark web. Non, je n'ai pas d'hommes qui viennent à ma porte pour m'enlever, moi ou ma famille. Cependant, j'ai trouvé un site de soumission de bétail humain. Il est tout à fait possible que le site ait été faux et simplement collé dans les recoins les plus sombres de la ruelle. Que sur Internet, c'est juste pour s'amuser. Mais je ne suis absolument pas là pour vous dire que tout ce que j'ai vu était des sites réels à 100% avec des croque-mitaines qui préparaient de sales coups. Mais en ce qui concerne le facteur de malaise, il était assez élevé. Quelqu'un était assez dérangé pour créer le site et payer pour le maintenir. Maintenant, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur un grand texte rouge clignotant façon 1999 qui dit « Bienvenue au ranch » et juste en dessous, vous pouviez parcourir le bétail.
Des images de femmes semblant avoir entre 16 et 45 ans, avec de brèves descriptions de ce à quoi elles servaient de. Seuls leurs prénoms étaient affichés, et à côté du prénom, il y avait « volontaire » ou « involontaire ». Les descriptions étaient instables, expliquant que certaines femmes étaient utilisées pour la reproduction. Et la viande ou jouer avec la viande devait être prédécoupée selon vos spécifications, emballée discrètement et envoyée chez vous sous 2 jours ouvrables. Celles destinées à la reproduction avaient leur âge indiqué, le nombre d'enfants qu'elles avaient eus jusqu'à présent, ainsi que de brèves histoires sur leur vie avant le ranch. Les descriptions allaient même jusqu'à préciser qui les avait données au ranch. Si elles étaient répertoriées comme involontaires, beaucoup avaient été donnés par des maris, des petits amis ou des familles cherchant de l'argent, à se venger ou pour une autre raison inexpliquée, et enfin celles abandonnées pour le plaisir. J'ai l'estomac solide, mais les descriptions de cela m'ont donné la nausée. Un peu, ces personnes devaient être envoyées au ranch pour apprendre à devenir des animaux de compagnie. Ces femmes n'avaient pas de nom disponible. Toutes étaient marquées des porcs comme involontaires, et chacune avait une description de ce que le donneur voulait qu'on leur fasse. Description explicite d'agressions sexuelles, de tortures physiques et d'amputations. Lorsque les femmes finissaient par mourir, la page indiquait ce qu'on attendait qu'on fasse des cadavres. Ça ne s'est pas arrêté là. Tout en bas de la page, il y avait un lien vers un fichier portable document format qui pouvait être imprimé et envoyé par courrier ou soumis en ligne. Le formulaire était destiné aux dons de bétail. Sur ce formulaire, vous pouviez indiquer pourquoi la personne était là, l'état de santé général de la personne, si c'était volontaire ou involontaire, qui vous étiez pour cette personne, ainsi que des notes supplémentaires si vous en aviez. Le propriétaire de la page a fièrement laissé sa propre note, que tout le bétail était discret et qu'il traitait principalement en utilisant Bitcoin et PayPal. Les remboursements étaient interdits et cela se terminait sur une note joyeuse. Bon appétit. Je ne connais pas la validité du site, mais c'était une découverte intéressante. Cette aventure a conduit à la mort contemporaine de mon vieux dinosaure d'El. Il s'agissait d'une secte cannibale. Ceci est pour ma dernière entrée. Je ne sais pas si cette secte est vraiment cannibale, mais ils y ont fait allusion. Je me suis intéressé à une histoire creepypasta appelée Useless AVI. Elle était assez populaire à l'époque où les creepypastas étaient encore très en vogue. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle, Useless.avi était censé être une vidéo d'une femme nue attachée à un lit et laissée seule avec un chimpanzé qui était émacié et maltraité. Comme on pouvait s'y attendre, le chimpanzé la mutile et la dévore de façon très graphique. La vidéo passe à un homme nu portant un masque, en train de lécher une toilette, puis l'écran devient noir. La vidéo coupe. J'avais entendu beaucoup de rumeurs à propos de la vidéo et j'ai décidé de m'y intéresser. Comme je suis au lycée, je travaille à temps partiel. Je avais beaucoup de temps libre pendant les vacances. Le soir, je visitais des forums et des chats dédiés à la démystification des creepypastas et tout indiquait que la vidéo était fausse jusqu'à ce que je tombe sur un fil intitulé « Jusqu'où peut-on être inutile ?» Je ne me souviens plus sur quel site c'était. Je cliquais un peu au hasard et je croisais les doigts. Quoi qu'il en soit, un utilisateur a mentionné avoir vu la vidéo avant qu'elle ne soit supprimée du site et l'avait sauvegardée. Trop beau pour être vrai ? Oui, c'était un faux compte, mais heureusement cela a poussé un membre actif de cette secte à publier et il l'a fait. Il avait créé une page web pour la secte qu'il appelait « Révision de l'humanité » ou quelque chose dans ce genre. Dessus, il avait de nombreuses vidéos créées par le groupe, censées être des installations artistiques pour provoquer une réflexion sur le comportement humain. La secte avait des origines simples et se proclamait penseur libre, déterminé à détruire le gouvernement américain. Cependant, ils ont pris un tournant sombre lorsqu'un membre a voulu partir, ce qui a conduit à useless.avi, ou du moins à une interprétation approximative de celui-ci.
L'affiche avait la vidéo Useless parmi de nombreuses autres courtes vidéos. Elles étaient toutes fausses et les membres jouaient le rôle d'acteurs. Sauf dans Useless. La femme dans Useless était un membre qui voulait partir. Le chimpanzé était l'animal de compagnie du chef, qui n'a pas su s'en occuper et s'est emporté contre lui. La femme a réellement été tuée dans la vidéo et c'était graphique, bien que l'image soit extrêmement granuleuse. L'auteur du message a mentionné que la majorité de la secte s'était dissoute après la découverte du corps de la femme et que le chef ainsi que 10 membres avaient été jugés et condamnés pour une série de crimes, y compris mais sans s'y limiter, le meurtre, le viol, le vol mineur et la négligence envers les animaux. L'auteur du message a poursuivi en disant qu'il voulait recréer la secte. Et il a laissé sur un forum le message suivant: « Si vous ne comprenez pas, alors vous faites partie du problème. Supprimez-vous pour le salut des masses. » J'ai pris ça à la légère, pensant que ce n'était qu'un autre imposteur et que c'était un canular, jusqu'à ce que j'essaie de fermer mon navigateur et que je découvre que mon écran était figé. Au bout de 5 minutes, excédé, j'ai fini par maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. L'ordinateur ne s'éteignait pas. J'ai débranché ce foutu truc puisqu'il ne fonctionnait que lorsqu'il était branché. La batterie était nulle et il ne s'est même pas éteint. Je l'ai rebranché et j'ai essayé de quitter en appuyant sur la touche Échappe, quand l'écran s'est mis à clignoter violemment avec des messages d'erreur, puis il s'est mis à clignoter en noir et blanc avec les mots « Part of the problem » étalés partout sur mon écran comme de la crème solaire sur les mains d'un enfant en bas âge. Le haut-parleur s'est mis à cracher des parasites avec des voix qui chantaient Enor, mais je ne distinguais qu'un bourdonnement sourd. Mon écran est soudainement devenu bleu avec ce qui ressemblait à des codes aléatoires, puis il s'est éteint. Je n'ai pas pu le rallumer pendant presque 2 semaines. Pendant 1 mois après cela, chaque fois que j'essayais d'accéder à une page web, l'ordinateur me redirigeait vers la page de la secte. Au bout d'environ 1 mois, tout ça s'est un peu arrêté. Un troll malin utilisant un virus programmé? Une véritable secte? Je ne sais pas. Je ne m'en préoccupe pas vraiment. Ça fait une histoire intéressante, même si c'est ennuyeux selon les standards du dark web. Je dois m'acheter moi-même sur le dark web avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai vu l'annonce. Il y a quelques heures, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est te raconter comment je suis tombé dessus moi-même. C'est stupide, vraiment, vraiment, vraiment stupide. J'essayais d'impressionner mes amis. Nous étions tous inscrits au cours d'informatique dans notre école. Nous prenions chacun notre tour pour voir qui pouvait trouver le site web le plus tordu. Ça a commencé en montrant à nos amis des sites sur le dark web où les gens pouvaient acheter de la drogue. Des drogues dont nous n'avions jamais entendu parler. Ça s'est vite révélé ennuyeux. D'autres amis ont commencé à augmenter leur contenu pour essayer de se démarquer dans notre jeu de « je suis plus calé en technologie que toi ». Ils apportaient de plus en plus de photos, chacune plus dérangeante et macabre que la précédente. Des photos de personnes en train de mourir, de gens torturés et de choses inimaginables. Des personnes qui étaient déjà mortes. Une personne a évoqué un site très néfaste. PC. Au lieu que les gens disent à quel point tout cela était tordu, que ça devait s'arrêter, que ça n'aurait tant jamais dû commencer, à quel point c'était stupide et à quel point nous étions tous en danger, ils l'ont félicitée. Ils lui ont tapé dans le dos et lui ont demandé comment elle pouvait même s'asseoir correctement sur une chaise d'ordinateur avec des couilles aussi grosses. J'avais envie de vomir. J'avais envie de casser la gueule à tout le monde et je n'arrivais pas à croire à quel point c'était tordu. De voir toutes ces saletés sur Internet et de considérer ça comme un accomplissement. Mais je n'ai rien dit pourtant. Ils ont commencé à remarquer que je ne montrais jamais rien moi-même, et j'ai commencé à avoir un nouveau surnom à l'école. L'école est devenue un véritable enfer pour moi. Mes amis ont commencé à me coller ces horribles photos sous le nez dès qu'ils en avaient de l'occasion.
Quand je pleurais et vomissais, ils disaient qu'ils essayaient de me désensibiliser. Mais tout est devenu trop difficile à supporter. Je me suis promis de ne pas aller trop loin, que je resterais juste assez longtemps pour trouver quelque chose qui les apaiserait. À ce stade, on était bien au-delà du simple fait de trouver des drogues sympas et ce genre de choses. Je savais que je devais trouver quelque chose qui aurait de l'importance. À ce moment-là, ça faisait 3 heures que j'étais sur le dark web. Il a fallu 5 heures pour qu'une offre soit mise sur le dark web à mon sujet. À un moment donné, je me souviens avoir ouvert une page apparemment vide. Immédiatement, la lumière à côté de mon ordinateur a clignoté brièvement. J'ai réduit le navigateur pour fermer Photobooth seulement pour découvrir qu'il n'était pas ouvert et je n'y ai pas prêté attention. J'étais fatigué et j'avais école le lendemain. Alors, ennuyé, j'ai tout fermé et je suis allé dormir. Les jours suivants se sont déroulés de la même façon jusqu'au dernier. Quand je suis entré, tout le monde était regroupé autour d'un bureau, parlant à voix basse. Quelques-unes des filles pleuraient et elles étaient toutes pâles et couvertes de sueur. Je n'avais pas envie de voir ce qui avait provoqué cette réaction. Personne n'a remarqué que j'étais entré avant que le cours ne commence. J'en ai surpris plusieurs en train de me fixer pendant le cours. Ils avaient probablement prévu une nouvelle façon de me faire rentrer chez moi en pleurant. J'avais essayé de quitter la classe aussi vite que possible, mais l'un d'eux m'a attrapé par l'épaule et m'a fait me retourner. « Il faut qu'on parle. » Sa voix tremblait, et ses mains moites et tremblantes traversaient mon t-shirt. Il m'a conduit au fond de la classe où d'autres élèves dans le même état que lui, ou pire, étaient dans blottis. Il a commencé à distribuer des photos. Quand ce fut mon tour, je lui ai dit que je ne voulais pas voir ce qu'ils avaient honte. « Non, tu dois voir ça. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit. M'a fait comprendre que c'était sérieux et que ce n'était pas juste du harcèlement ordinaire. J'ai entrouvert un œil. J'ai vu une fille sur le papier avec une sorte de description et un prix. J'ai ouvert les yeux un peu plus et j'ai vu que c'était une sorte de publicité. Je me suis dit « Oh, ce n'est pas si mal ». Je n'avais pas encore vraiment réalisé, jusqu'à ce que je lise de quel genre de description il s'agissait. « Salut, c'est encore moi, je reviens avec encore un peu plus pour vous. » Celle-ci a l'air assez jeune avec un peu de poids en plus. Je ne sais pas, il faut que j'obtienne plus de photos. Je pense que c'était sa première fois ici. Elle n'était pas du tout protégée et c'était assez facile. Mais assez parlé de ça. Pour l'instant, son prix de départ est de 118 000 $. Nous ajusterons le prix à la hausse ou à la baisse dès que nous aurons plus de photos et que nous aurons fait l'inspection physique. De toute façon, nous vous tiendrons au courant. Il y avait une photo de moi en train de fixer mon ordinateur intensément. Je n'avais aucun réseau social. Les seules photos de moi étaient celles que j'avais prises en groupe et il y avait tellement d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Une émotion surpassait toutes les autres. C'était la confusion. La peur paralysante se cachait dans l'ombre pour l'instant. Comment cette personne avait-elle obtenu cette photo de moi ? Mon esprit est retourné à la lumière près de mon appareil photo et une question a trouvé sa réponse. Ensuite, une peur paralysante s'est installée. J'ai senti mon cœur s'arrêter complètement, puis battre violemment dans ma gorge et mes oreilles. J'ai eu l'estomac noué. Mes yeux parcouraient furieusement le papier à la recherche de la moindre information me concernant. J'ai ressenti un soulagement en constatant que mon nom complet, ainsi que mon adresse, n'y figuraient pas. Tout s'est effondré lorsque j'ai réalisé que la personne qui avait publié l'annonce possédait ces informations, mais avait choisi de ne pas les inclure dans la description au cas où quelqu'un essaierait de me retrouver sans payer. Je savais sans aucun doute que les autres allaient être vendus aussi. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé à l'infirmerie où l'infirmière m'a dit que j'avais de la fièvre et ma mère est venue me chercher et m'a ramené à la maison. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas touché à mon ordinateur depuis. J'ai mis du ruban adhésif sur la caméra de mon téléphone, même si je sais que mes efforts sont vains.
Tout ce que j'entends maintenant, c'est que quelqu'un veut m'avoir. La seule chose malsaine qui me réconforte de temps en temps, c'est que les gens qui m'ont poussé à faire ça seront vendus plus vite que moi. Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais. J'avais bu avec des amis, puis je suis rentré chez moi ivre. J'ai décidé d'ouvrir Tor et un lien m'a mené à un autre. Je me suis retrouvé sur un site de marché qui vendait toutes sortes de choses louches. Je pouvais acheter mon propre poids en cocaïne si je le voulais et si j'avais l'argent. Mais autre chose a attiré mon attention. Une annonce disait « Boîte mystère faite sur commande, 2,50 $. J'ai lu la description, qui énumérait ce qu'elle pouvait contenir. Un iPad tout neuf. C'était ça. C'est cette chose qui m'a poussé à envoyer l'équivalent de 250 $ en bitcoin à un inconnu, quelque part sur Internet. J'avais de vagues souvenirs de messages bâclés envoyés aux vendeurs, et je voulais vraiment cet iPad. Oh mon Dieu, je me souviens leur avoir envoyé 50 $ de plus pour rendre l'affaire plus intéressante. Quel idiot! Quand je me suis réveillé, j'avais mal à la tête. J'avais une migraine carabinée. Ce n'est qu'après avoir pris mon petit déjeuner, pris une douche et ouvert mon ordinateur portable que je m'en suis souvenu. Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas d'argent à gaspiller pour des conneries comme ça. Mais je l'ai fait. J'ai cliqué sur le bouton pour envoyer un message au vendeur afin de lui dire que j'avais changé d'avis. Mais rien ne s'est passé. J'ai actualisé la page et comme tu peux l'imaginer, l'annonce n'a pas été trouvée. Maintenant, je ne me considérais pas comme un idiot. Je n'allais pas me faire avoir par des arnaques du genre 4 en 1. Je sais très bien qu'aucun prince nigérian ne veut m'envoyer de l'argent. Mais moi, quand je suis ivre, lui, il est un peu douteux. J'ai vérifié mon compte Bitcoin pour voir qu'il me disait que je n'avais plus d'argent intraçable. Je jure que j'avais au moins 7,50 $ là-dedans. Si tu prends le taux de change du jour, avec la façon dont il fluctue, ça pouvait n'être que 300 $. J'ai été déprimé pour le reste de la journée. Je me suis promis de ne plus jamais refaire quelque chose comme ça. Mais quand je suis ivre, je deviens vraiment, eh bien, tu sais. Des semaines ont passé, et pour être honnête, j'avais complètement oublié cette histoire. Et je ne voulais pas me rappeler à quel point j'avais été stupide. Mais aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Je suis descendu et j'ai vu une grande boîte marron sur la table de la cuisine, adressée à moi. Mon père a dû la recevoir du facteur pendant qu'il se préparait pour aller au travail. Je l'ai regardée, choqué de voir qu'elle était vraiment arrivée. Je l'ai prise. Le poids était déséquilibré, mais elle était lourde. C'était bon signe. Au moins, elle n'était pas remplie de chips d'emballage. J'ai retiré le ruban adhésif et je l'ai ouverte pour révéler plein de chips d'emballage. Et j'ai ri intérieurement avant de plonger ma main dedans. J'ai sorti un pull rouge anonyme. Je l'ai porté à mon visage. Il sentait le parfum. Il avait déjà servi. J'étais légèrement dégoûté. Mais qu'est-ce que j'attendais du dark web? Je l'ai posé sur la table à côté de moi. L'objet suivant était un trousseau de clés. Je les ai examinés et je me suis demandé pourquoi diable cela faisait partie de ce colis. C'était littéralement comme si le gars avait juste fourré des trucs au hasard dans une boîte et l'avait envoyé. Je commençais à me sentir arnaqué. J'ai remis la main dedans et j'ai sorti un petit sac avec une note attachée. Je savais ce que c'était avant même de le lire et j'étais excité. Une petite chose pour faire passer le temps plus calmement. Écrit au feutre indélébile. C'était une bonne quantité d'herbe. Je n'avais jamais acheté de drogue sur Internet et j'ai ouvert le sachet pour voir si c'était du vrai et cette odeur forte, âcre et de bœuf m'est montée au nez. J'ai pris une grande inspiration et j'ai soupiré. Je dirais qu'il y en avait pour environ 70 $ à peu près et je l'ai glissé dans ma poche arrière, inquiet que ma mère se lève d'une minute à l'autre et me surprenne. J'étais intrigué de voir ce qu'il restait. Peut-être que je récupérerais mon argent. L'objet suivant était une petite boîte en bois.
Je l'ai ouverte pour y trouver quelques bijoux en argent et j'ai vérifié chacun d'eux sans avoir la moindre idée de leur valeur. Il y avait 2 colliers et 2 bagues. Je me suis demandé si ces objets avaient été volés ou achetés dans un magasin de prêt sur gage. Je l'ai posé à côté du haut rouge. Le suivant était un autre petit sachet avec une autre note écrite au feutre. « Tu en auras besoin. Fais-moi confiance. » Clin d'œil. J'étais un peu anxieux quand j'ai lu le mot et que j'ai vu une petite boîte de Xanax à l'intérieur. Pourquoi avais-je besoin de médicaments contre l'anxiété ? Je n'étais pas du genre à toucher aux médicaments sur ordonnance. On mangeait un peu et les champignons, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je connaissais des amis qui étaient prêts à payer pas mal d'argent pour ça. Mais je n'avais aucune idée de combien ça valait. Je l'ai vérifié plus tard. J'ai supposé $50, donc ça faisait environ $1,30 jusqu'à présent, et pour être honnête, pour quelque chose venant du dark web, si je ne perdais qu'environ la moitié de mon argent, je devrais m'estimer chanceux. J'ai fouillé à nouveau dans la boîte et je n'ai rien senti d'autre. Je l'ai soulevée pour voir si elle était encore lourde, puis je l'ai reposée et je me suis levé. J'ai atteint le fond de la boîte et j'ai senti quelque chose de grand et de mince. Je l'ai sorti. C'était un iPad. Oh putain. Jackpot. Il était légèrement rayé, mais ce n'était pas une première génération. Il était léger et fin, et c'était au moins un R. J'étais super content. C'est à ce moment-là que ma mère a passé la tête autour du coin. « Hé chérie, tu as reçu un colis ?» « Oui, j'ai répondu, soudainement conscient que je pouvais sentir l'odeur de l'herbe dans ma poche arrière. « Hé, tu as trouvé mon pull, dit-elle ravie. Où était-il ?»« c'est tout ce que j'ai pu dire. » Elle l'a ramassé, et inconsciemment les clés aussi. Elle est partie. J'ai soupiré, inquiet qu'elle ait senti la drogue. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle dit en se retournant. « Je le garde pour un ami, » ai-je dit sans réfléchir. « Quoi ?» a-t-elle dit sans prêter attention. « Qu'est-ce que ma boîte à bijoux fait ici en bas ?» Je suis resté bouche bée devant ma mère. Elle l'a ramassée et l'a ouverte, vérifiant si quelque chose manquait. « Eh bien, réponds-moi » a-t-elle exigé. « C'était dans le paquet, ai-je dit honnêtement. »« Ne me raconte pas de conneries. »« Tu comptais vendre ça ?»« Non, je te le promets. »« Attends que ton père rentre à la maison. Jésus d'Arène. »« Je te jure, ce n'est pas à toi. C'était dans mon colis. Je l'ai acheté sur Internet. » « Tu t'attends à ce que je croie que tu as acheté exactement mon haut et ma boîte à bijoux sur Internet ? Pourquoi diable tu ferais ça ? C'était une boîte mystère. Elle aurait pu contenir n'importe quoi. Parfois, tu inventes vraiment n'importe quoi. Je pense que le mieux, c'est que tu ailles dans ta chambre. J'ai dit que j'avais 17 ans. Quand tu es sous notre toit, ce sont nos règles. J'ai pris l'iPad et je suis monté à l'étage. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai allumé l'appareil. J'ai été surpris de voir qu'il avait encore de la batterie. Quelques applications non standards sont apparues sur le portefeuille, sont apparues sur le bureau lorsque j'ai fait glisser un verrou. Mais rien d'intéressant cependant. J'ai vérifié le programme de messagerie pour voir qu'il était vide. J'étais inquiet qu'il ait été volé et je savais que je ne pourrais pas le garder s'il y avait des données personnelles. J'ai vérifié l'application de photos, il y en avait une douzaine environ. J'ai tapé sur la première, c'était une photo prise en basse lumière d'une rue, ça aurait pu être n'importe où. J'ai fait défiler vers la suivante et c'était la façade d'une maison. La lumière était allumée dans la pièce de devant, mais à cause de la faible luminosité, la photo était surexposée et il était difficile de distinguer des détails. La suivante montrait le côté d'une maison. Le bardage horizontal en bois blanc ressemble un peu au nôtre. La suivante montrait ce qui semblait être une porte arrière. Puis une photo d'une cuisine. J'ai regardé 2 fois. L'endroit ressemblait exactement au nôtre. Puis une photo d'un salon, la télévision allumée cachant les visages des personnes assises sur le canapé et la chaise. Puis une des escaliers. Le bois ciré brun du sol était étrange et mon cœur battait fort dans ma poitrine. Puis un des paliers. Et il n'y avait pas de coïncidence. C'était notre maison.
Le portrait de famille qui était accroché sur le mur du fond, même dans la pénombre, était évidemment le nôtre. J'ai paniqué et je ne voulais pas balayer à nouveau. Mais je l'ai fait. Ma mère endormie sur le lit. Les couvertures du lit tirées. Les suivantes, les couvertures sont doucement écartées. Ma mère a retiré ses jambes de l'air frais soudain. Le placard s'ouvre. Une main gantée de noir qui se tend et cherche. La main tient un pull rouge. Une photo sombre avec des lignes de lumière qui obscurcissent la vue. Une autre photo sombre, cette fois l'exposition était meilleure. Et je pouvais le voir depuis l'intérieur du placard. Mon père était dans la pièce, puis ensuite mon père est au lit à côté de ma mère. Puis une photo du lit avec mes parents endormis. J'ai encore fait défiler et j'ai vu les couvertures tirées en arrière. Celui qui faisait ça voulait se faire attraper. J'en étais sûr. Après ça, dans le couloir à nouveau, la main gantée de noir tendait la boîte à bijoux. Il ne restait plus qu'une seule photo et elle était au-dessus d'un lit avec quelqu'un qui dormait en dessous. C'était moi. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai jeté l'iPad par terre et je l'ai entendu se fissurer contre le côté de mon bureau. J'ai bondi et j'ai vu l'écran me regarder en retour, affichant une mosaïque arc-en-ciel de affichage à cristaux liquides et de verres brisés. Qu'est-ce que j'allais dire à mes parents? Ils ne me croiraient jamais. J'ai sorti le sachet de pilules de ma poche arrière et j'ai relu le mot. Tu en auras besoin. Mais fais-moi confiance, j'ai retourné le papier pour lire une date. 21 juillet 2018. Ça devait être la date à laquelle le colis a été envoyé. Je l'ai relu et j'ai réalisé que c'était pour demain. Samedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois prévenir mes parents. Si tu n'as pas de mes nouvelles, appelle les autorités. Je crains le pire. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu remettais en question tout ce que tu croyais vrai auparavant? Peut-être que c'était quelque chose de politique ou de religieux, ou peut-être as-tu découvert que quelqu'un de proche n'était pas aussi digne de confiance ou aussi moralement irréprochable que tu le pensais. Peut-être que quelqu'un que tu aimais s'est révélé être un monstre. Quand j'étais au lycée, mon père a lancé ce qu'il appelait un projet dans notre sous-sol. Il insistait sur le fait que c'était strictement professionnel et il voulait que tout ce qui se trouvait là-bas reste strictement confidentiel. Le sous-sol serait interdit à tout le monde, sauf à lui-même. Il est même allé jusqu'à faire insonoriser les murs du sous-sol. J'avoue que je trouvais étrange que son travail exige un tel secret de sa part, mais sinon je n'y ai pas vraiment pensé. Certains de mes amis au lycée étaient fans de toutes sortes de vidéos osées ou choquantes, comme 2 filles, une coupe. Donc, ce n'était pas rare qu'ils passent dans du temps sur des sites web obscurs. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais je passais très peu de temps sur Internet moi-même, généralement juste pour regarder des résumés de la National Football League ou de la NBF. Un jour en particulier, nous étions assis à la table du déjeuner et mes amis parlaient pourtant des trucs bizarres habituels qui les intéressaient en les décrivant dans des détails dégoûtants. Je n'ai jamais été intéressé, donc je faisais à peine attention. Puis l'un des gars, Kevin, a commencé à parler de quelque chose qu'il a décrit comme le dark web, et ce qu'il a décrit faisait paraître tout ce dont il avait parlé avant. Anodin en comparaison. Des sites de tueurs à gages, des vidéos de cruauté envers les animaux, de mutilation et de torture. Il a même vu des liens vers de la contenu pédopornographique, bien qu'il ait nié les avoir consultés. Kevin nous a tous invités à une soirée pyjama où il comptait nous montrer certaines des choses dont il parlait. Nous avons tous accepté de venir, pendant qu'il nous guidait à travers le dark web. J'ai vu qu'il n'exagérait rien. Chaque chose horrible qu'il avait décrite était présente. Il est tombé par hasard sur un lien vidéo sans titre. « Qu'est-ce que tu en penses ? On regarde ?» Tout le monde a répondu avec enthousiasme par l'affirmative, même si j'étais indifférent.
Sur ce, il a cliqué sur le lien et l'écran a alors changé. Vers une pièce très sombre et pendant environ 30 secondes, tout ce que nous pouvions entendre, c'était le son de lourd respiration. Finalement, un petit faisceau de lumière est apparu, apparemment d'une lampe de poche, illuminant un type portant un masque étrange, un haut de forme, un costume et une cape. Sa voix était profondément déformée, donc nous ne pouvions pas la reconnaître. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez m'appeler Hawkins et mon garçon, j'ai un spectacle pour vous, dit-il avec un enthousiasme débordant. Ce soir, nous avons un trio de victimes. Et sur ces mots, le reste de l'écran s'est illuminé. La pièce dans laquelle il se trouvait était petite et exiguë, et les murs étaient de peinture en ciment en rouge. Sur le mur du fond, 2 femmes étaient enfermées dans des menottes fixées au mur. Elles étaient toutes les 2 complètement nues, l'une d'elles étant en surpoids, et l'autre très en forme. Ce n'était pas un donjon stéréotypé comme dans un vieux film d'horreur, mais comme j'allais bientôt le découvrir, ce n'était pas un film. Hawkins s'est approché de l'une des prisonnières. « Oh, tu es vraiment une chose laide. Des choses comme toi ne méritent pas de partager ce monde avec les jolis. » Il jeta un coup d'œil à l'autre femme, qui était de loin la plus attirante. « N'est-ce pas ?» lui dit-il. Elle ne dit rien. « J'ai quelque chose de spécial prévu pour toi. Mais pour l'instant, on s'occupe du moche. » Je me tenais là, près de mes amis, m'inquiétant sans cesse de ce que l'homme avait en tête. « Sécateur de jardin », j'ai entendu Hawking dire. À ce moment-là, une deuxième paire de mains est apparue sur notre écran et a tendu à l'homme une paire de sécateurs de jardin. Il s'est lentement approché de la femme. Quel dommage. Si seulement tu étais plus jolie, je n'aurais peut-être pas à faire ça. Sans prévenir, il a ouvert les cisailles et a tranché les 2 seins de la femme, ce qui a provoqué un hurlement assourdissant de sa part et des exclamations choquées de la part de mes amis et moi, dont l'un a commencé à vomir. Hawking s'est ensuite penché vers les pieds de la femme et a essayé de les couper, mais il a trouvé cela difficile, car elle avait des chevilles très épaisses. Peu importe. Tronçonneuse. Mon cœur s'est serré à l'évocation d'une tronçonneuse. Je l'ai entendu faire vrombir l'engin et couper lentement à nouveau dans les chevilles de la femme, ce qui a provoqué des hurlements prolongés et des larmes coulant sur son visage. Le masque et le costume de Hawking furent éclaboussés de son sang et, après avoir tranché ses 2 chevilles, il commença à couper dans son abdomen, ce qui fit jaillir du sang et des entrailles partout. À ce moment-là, l'un de mes amis s'est évanoui sous le choc. « Je vais te laisser te vider de ton sang, mais quant à toi, dit-il en s'approchant de la deuxième femme. « Fouet !» dit Hawking à son assistant invisible. Il reçut le fouet, s'approcha de la femme et commença à lui infliger plusieurs coups brutaux. C'est à ce moment-là que Kevin a tapé dans la boîte de messages. « Quel est ton problème ? La police sera mise au courant de ça. » Hawkins était sur le point de dézipper son pantalon lorsque l'assistant prit la parole. « Hé patron, regarde le message. » Hawkins donna un coup de pied à la femme dans le ventre avant de s'approcher de la caméra. « Oh, un dur à cuire, hein ? Tu vas appeler la police contre moi, hein, Kevin ?» Et là, nous avons tous poussé un cri d'horreur lorsque le fou masqué a prononcé le nom de mon ami. Peu importe. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin sur toi. On dirait que je vais te revoir très bientôt. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des affaires à régler. C'était ici quand Kevin a éteint l'ordinateur. Mes autres amis sont partis, mais j'ai choisi de rester avec lui cette nuit-là, même si j'étais tout aussi terrifié. Heureusement, il ne s'est rien passé. Mais Kevin n'a pas fermé l'œil de la nuit. Quelques semaines ont passé, et il semblait que ce qui s'était passé était oublié. Jusqu'à un vendredi soir où je regardais les informations quand j'ai entendu un reportage sur un homicide de masse à proximité. J'ai été horrifié lorsque j'ai vu le journaliste debout devant ce que j'ai reconnu comme étant la maison de Kevin.
Kevan a été signalé comme disparu, tandis que ses parents et ses frères et sœurs ont été brutalement assassinés, mon Dieu. Ils l'ont tué pendant la nuit. Je me suis réveillé pour aller aux toilettes et, en sortant, j'ai vu mon père monter les escaliers. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de finir des travaux dans le jardin, car ses vêtements étaient couverts de terre. « Papa, il est 1h du matin, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai demandé. « Je répare un arroseur cassé. » « À 1h du matin ? Pourquoi pas ? Y a-t-il une règle qui dit que je ne peux pas ? Tu as dit ça sarcastiquement. Peu importe, papa. Je suis retourné me coucher et je n'y ai plus pensé. C'était jusqu'au lendemain après-midi. Mon père était sorti faire des courses quand j'ai décidé que j'allais être un vilain petit garçon. Je descendais pour aller au sous-sol afin de découvrir tout ce mystère. Je n'avais pas l'habitude d'être rebelle. Mais après ce qui s'était passé, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il y avait là-dessous. J'ai allumé l'interrupteur, et jusqu'à présent, je n'ai rien vu d'inhabituel. Ça n'avait vraiment pas l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu. Puis j'ai regardé derrière l'escalier et j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une porte ? Ma curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert la porte et une lumière s'est allumée automatiquement. Ce que j'ai vu m'a figé de terreur. La porte menait à une pièce au mur peint en rouge et avec des menottes fixées au mur, exactement comme celle du terrible livestream d'il y a quelques semaines. Dans un coin se trouvaient laissés les sécateurs tachés de sang, une tronçonneuse ainsi que le fouet. À l'avant de la pièce se trouvait un bureau avec un ordinateur et un masque, le même masque étrange porté par l'homme connu uniquement sous le nom de Hawkins. J'ai entendu mon père crier et jurer à l'étage lorsqu'il a vu la porte du sous-sol ouverte. Il est descendu l'air furieux et s'est arrêté net en me voyant debout à l'entrée de sa pièce secrète, tenant le masque dans mes mains. Son expression est sans passer de la colère à la stupéfaction. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant un long moment. Mon père a été arrêté plus tard dans la journée. Il avait insonorisé les murs pour éviter que quiconque dans la maison n'entende les cris de quelqu'un. De plus, mon ami Kevin et ses 2 femmes ont été enterrés dans notre jardin, leurs corps complètement démembrés et empilés les uns sur les autres. Cela expliquerait le travail de jardinage nocturne de mon père. Je n'arrive pas à croire que l'homme qui m'a élevé s'est révélé être un monstre aussi abject. Je l'ai toujours cru très droit et honorable. Mais ce n'est plus le cas. Et maintenant, je me demande s'il m'a transmis une sorte de mauvais germe et si moi aussi, un jour, je vais craquer et devenir le même genre de monstre qu'il est devenu. Quand j'avais 12 ans, je me suis mis au hacking et j'ai adoré ça. Et j'étais devenu plutôt doué pour ça. Mais mon arrogance a causé ma chute. Vous voyez, je parcourais un forum et je suis tombé sur quelque chose appelé le Dark Web. J'ai été submergé par la curiosité, alors j'ai cliqué dessus. Le message fournissait tout, de ce que c'était à la façon d'y accéder. Moi, assez arrogant pour penser que je ne me ferais pas prendre, j'ai téléchargé le navigateur Tor sans prendre de précautions supplémentaires et j'ai commencé à naviguer. Tout à coup, mon ordinateur portable a planté et s'est figé et j'ai reçu des centaines de fenêtres pop-up m'avertissant que j'avais un virus. Puis il s'est éteint. Je suis resté stupéfait en le voyant se rallumer, mais cette fois, une lumière verte était allumée à l'endroit où se trouvait ma caméra. Quelqu'un regardait. J'ai reçu un message anonyme sur Skype qui disait « Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. Qui es-tu » J'ai répondu en paniquant et en couvrant ma caméra avec mon pouce. « Ton nouvel ami. » Et avec ça, la discussion a soudainement disparu. J'ai formaté mon ordinateur portable et je me suis assuré qu'il ne restait aucun malware ni virus, puis j'ai passé quelques jours tranquilles après ça. J'étais vraiment soulagé, je pensais l'avoir vaincu. Mais malheureusement, j'allais découvrir que ce n'était pas le cas.
Une semaine plus tard, je m'habillais dans ma chambre et j'étais complètement nu quand j'ai reçu un message sur mon téléphone sans identification de l'expéditeur. Il disait qu'on approche-toi. Qui est-ce ? Le message ne m'a pas encore vraiment affecté pourtant. Je pensais que c'était un mauvais numéro ou l'un de mes amis qui me faisait une blague au téléphone. Approche-toi. Plus près de quoi ? Je n'étais pas sûr de ce que mon ami me disait à ce moment-là. Plus près de la caméra, hein ? Quelle caméra ? Bon, lequel d'entre vous, les enfoirés, a fait ça ? J'étais confus, mais j'avais parlé de l'incident à mes amis il y a quelques jours, donc à part l'anxiété qui montait en moi, j'essayais consciemment de me convaincre que c'était une blague. Ordinateur portable. Je me suis approché de mon ordinateur portable, toujours nu, et j'ai vu que le voyant de la caméra n'était pas allumé. Je sais que tu es soit Joey, soit Zach. J'ai posé mon téléphone, je me suis habillé et mon téléphone s'est mis à vibrer de façon incontrôlable. J'avais reçu 16 photos de moi complètement nu. J'ai crié et j'ai fini par casser l'écran de mon téléphone. Sous le choc, j'ai complètement disparu de la circulation. Plus de réseaux sociaux ni d'internet. C'était particulièrement humiliant pour une fille de 12 ans. Quand je suis revenu plus tard, je n'ai eu aucun problème, aucun signe d'avertissement et j'étais soulagé. Presque 4 ans plus tard, j'avais un nouvel ordinateur portable et j'étais chez mon petit ami. Nous étudions ensemble quand cela s'est transformé en séance de baiser. J'ai entendu mon ordinateur portable sonner plusieurs fois et j'ai été agacé, alors je me suis retourné pour voir ce que c'était. Je suppose que j'ai dû devenir livide car mon petit ami a commencé à paniquer et à me secouer. C'était lui. Il est de retour. Ou peut-être qu'il n'étant jamais parti. J'ai commencé à repenser à toutes les fois où je me suis déshabillé avec mon ordinateur portable allumé. Chaque fois que j'ai partagé quelque chose de privé pendant un appel Skype, et j'ai commencé à faire une crise de panique. Son message disait « N'oublie pas de te protéger ». Comme si je ne pouvais pas sentir l'ironie là-dedans. Il a ensuite continué à me harceler pendant les 2 années suivantes, mais cela fait 1 an que c'est calme maintenant. Jusqu'à il y a environ 4 heures, j'ai reçu un texto qui disait « Laisse-moi entrer ». Et ensuite, j'ai entendu frapper à ma porte. La porte était verrouillée et fermée à double tour, donc il est hors de question que je quitte mon appartement. Je suis en sécurité ici. J'ai appelé la police il y a 3 heures et personne n'est venu. J'ai rappelé il y a une demi-heure. Rien. J'ai appelé mon petit ami il y a 1 heure et il m'a dit qu'il arrivait, mais maintenant il ne répond plus à son téléphone. Mise à jour. Mon petit ami est arrivé il y a 5 minutes. Et quand il m'a vu en train de craquer en pleurant, il a juré sur tous les tons qu'il n'avait pas reçu d'appel de ma part, et nous sommes allés ensemble au commissariat où il n'y avait aucune trace de mon appel. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une histoire. Du véritable Darknet, Tor et des protocoles similaires sont une source d'anonymat et de déni plausible. De véritables darknets sont bien cachés et ne peuvent être trouvés par aucun moyen accessible à la personne lambda. Faites-moi confiance. Ceci n'était qu'un exemple parmi 4 ou 5 que j'ai personnellement vécu. Veuillez noter tout particulièrement que cela implique une grande part de chance. Un ami à moi travaille dans un petit cabinet de courtage d'assurance automobile et m'a demandé de résoudre un problème avec son ordinateur qui ne reconnaissait pas le scanner du bureau sur son réseau. Cela n'a rien à voir, c'est juste comme ça que je me suis retrouvé là-bas. J'ai apporté mon ordinateur portable et j'ai remarqué un réseau sans fil, Wired Equivalent Privacy, avec une forte puissance de signal. Par curiosité, j'active un renifleur pour récupérer le mot de passe pendant que j'entre dans le scanner. Quelques heures plus tard, je pars quand je me souviens du renifleur. J'ai obtenu le mot de passe, je me suis connecté et j'ai fouillé un peu. Donc c'est un réseau domestique basique. Un seul système en ligne avec accès à Internet. Pas de pare-feu, apparemment pas d'antivirus. Et pour le plaisir, je laisse une porte dérobée avant de partir. On ne sait jamais sur quel trésor on peut tomber. Alors je rentre chez moi et je commence à vraiment fouiller dans cet ordinateur. Juste un ordinateur familial ordinaire. Les choses les plus intéressantes sont quelques déclarations d'impôts.
Il y a quelques fichiers texte qui semblent contenir des mots de passe, des caractères aléatoires et quelques noms. Rien de très intéressant, alors j'y ai mis mon verre et je l'ai laissé pour une utilisation future éventuelle. Quelques semaines plus tard, je suis en train d'organiser des proxys pour quelques-uns de mes bots quand je me rends compte qu'il y a 4 nouveaux bots que je n'avais pas installés moi-même. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que le propriétaire de cette machine Wired Equivalent Privacy, le patron de mon ami, avait pris un fichier dessus sur une disquette que mon verre a joyeusement infecté, ce qui s'est ensuite propagé à quelques autres machines qui l'utilisaient. C'est là que les choses intéressantes ont commencé. 2 de ces machines avaient bien sûr accès à Internet, mais elles n'avaient apparemment jamais été utilisées pour accéder réellement à Internet. Elles tournaient en toutes les deux sous Windows 98, complètement non mises à jour. Elles avaient apparemment accès à Internet uniquement parce qu'elles étaient physiquement connectées en réseau avec d'autres machines qui, elles, étaient en utilisées pour accéder à Internet. Chacune de ces machines avait environ 3 téraoctets de stockage. Elles semblaient pour la plupart vides, mais étaient en réalité presque entièrement remplies d'octets chiffrés. Ce qui était facilement visible comprenait d'énormes quantités d'informations personnelles, y compris les numéros de sécurité sociale et les identifiants fiscaux, les noms, les adresses et des listes de familles, d'amis, parfois d'animaux, de compagnie, et parfois beaucoup de détails, comme les véhicules, les vêtements, la taille, le poids et des problèmes médicaux récents, et une énorme quantité d'informations. Toutes les fiches n'avaient pas tout cela. Certaines erreurs ne comportaient que des noms, et ce qu'elles avaient alors toutes, c'était des dates. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre tout ça, mais ce que je pouvais comprendre, c'était les comptes bancaires. Des milliers, probablement des centaines de milliers de numéros, d'instructions de coffres-forts partout dans le monde. Afrique du Sud, Russie, Brésil, partout. Rien d'autre que les informations d'identification de base et une autre date, aucune indication de ce que cela pourrait être. Alors que j'examinais l'une des 2 machines, j'ai remarqué qu'un fichier était en train d'être écrit. J'ai pensé que quelqu'un était sur l'ordinateur à ce moment-là. Mais les seuls événements de commande provenaient de mon verre. Personne n'utilisait de souris ni de clavier. Alors j'ai pensé que c'était un processus système automatisé. Et j'ai observé ce qu'il faisait pendant 1 minute. Puis j'ai réalisé que l'ordinateur communiquait sur un autre réseau. Ce n'était pas un protocole que je reconnaissais. Parce que je savais quand il a commencé à écrire et quand il s'est arrêté, j'ai pu transcrire tout le fichier, qui faisait environ 78 mégaoctets. J'ai supposé que c'était un seul fichier, et non un morceau de quelque chose d'autre, et j'avais raison. Il était encore chiffré, mais il s'est avéré que c'était assez simple. Comme c'était un seul fichier, j'ai pu faire quelques suppositions éclairées sur sa taille, et ma première était la bonne. C'était un film. Formal Moving Picture Experts Group. Le titre était juste une suite de caractères aléatoires. La vidéo montrait une vue de dessus de 3 hommes assis à une table. Pendant toute la durée de la vidéo, qui durait 15 minutes, un seul a parlé. Ça ressemblait à du charabia. J'ai pensé que c'était un code ou qu'il était fou. Il disait des choses comme « banane cassée, bottes rouges piquées ». Il faisait une pause, puis disait une autre phrase étrange, et il continuait comme ça pendant environ 10 minutes. Les 2 autres le regardaient simplement. L'un d'eux buvait ce que je supposais être du café. Finalement, il s'est adossé et a demandé s'ils allaient laisser sa fille tranquille. Le gars qui buvait le café a juste secoué la tête rapidement, et le bavard s'est mis à pleurer, vraiment pleurer, fort. Il s'est de nouveau penché en avant et a prononcé une autre phrase insensée, puis la vidéo s'est terminée. L'horodatage était environ 22 minutes avant que la vidéo ne soit téléchargée sur la machine d'où je l'ai récupérée. J'avais un sentiment vraiment étrange à ce sujet, mais ma meilleure supposition à ce moment-là était qu'il s'agissait d'un extrait d'un film que je n'avais pas vu, et que ce que j'avais vu était une diffusion en streaming, l'horodatage du fichier n'étant que l'heure à laquelle il avait été envoyé. Dedans, l'homme qui avait parlé en premier pleurait comme un bébé. Apparemment, il avait fait des choses indicibles avec ce qui semblait être le cadavre d'une jeune fille, la gorge tranchée et du sang partout sur la table,
la même où les 3 hommes étaient assis dans la première vidéo. Les 2 autres hommes étaient toujours dans la pièce, debout de chaque côté de la salle à regarder, en fumant des cigarettes. Je n'ai pas fini de la regarder. Je n'ai regardé qu'environ 1 minute avant de réaliser ce que j'étais en train de voir. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Ce n'était pas un film. J'ai effacé mes traces de ces systèmes et je ne me suis jamais retourné. Ce que j'ai encore du mal à croire, c'est que depuis l'ordinateur que j'avais piraté à l'origine, ces autres systèmes ont été infectés par une disquette. D'après ce que je peux dire, les 2 ordinateurs de stockage étaient à l'opposé l'un de l'autre sur le globe, l'un à Los Angeles et l'autre à Pékin. L'ordinateur Wired Equivalent Privacy, je l'ai trouvé à Dallas, et 2 des autres ordinateurs infectés étaient à Winnipeg, autant que je sache. Le patron de mon ami n'avait pas quitté le pays. Son beau-frère était en visite à ce moment-là, cependant. J'ai commencé à le faire sur un coup de tête. Mon frère a une obsession malsaine pour les vlogueurs en ligne. Je peux à peine passer une journée sans qu'il m'envoie une vidéo de quelqu'un participant à un genre de défi ou réalisant une expérience sociale. Alors, quand la tendance des boîtes mystères du dark web a commencé, j'ai été l'un des premiers à le savoir. Mon frère a dû m'envoyer des dizaines de vidéos de préadolescents agaçants ouvrant des boîtes remplies de bric-à-brac qu'ils essayaient toujours de faire passer pour effrayants et sinistres. Quand mon frère m'a demandé mon avis, je lui ai dit que ça combinait tout l'ennui d'une vidéo d'unboxing avec toute la stupidité du défi des capsules de lessive. J'ai ajouté que la plupart d'entre eux fabriquaient probablement les boîtes eux-mêmes. Même moi, je pourrais le faire. Et c'est là que les rouages ont commencé à tourner. Une recherche rapide a confirmé que c'était une tendance en pleine croissance, avec des centaines de personnes affirmant avoir ouvert des boîtes contenant tout, des drogues aux armes de meurtre en passant par des clés USB mystérieuses. Certains vlogueurs affirmaient même avoir dépensé des milliers de dollars pour une seule boîte mystère. Celle-là était évidemment fausse, mais qu'en est-il du reste ? Y avait-il vraiment des gens prêts à dépenser au moins 100 $ juste pour avoir une chance de devenir viraux ? Je parie que oui, et malheureusement j'avais raison. Assembler les boîtes était plus facile que prévu. J'avais quelques cartons entassés dans mon placard qui se sont révélés être de la taille parfaite pour ce travail. Quelques tournevis rouillés se sont avérés parfaits comme armes du crime. Mon tiroir de bureau contenait un surplus de vieilles clés USB aléatoires que j'ai rendues prêtes pour la boîte mystère en les remplissant de nombreuses vidéos effrayantes que j'avais téléchargées. Enfin, quelques comprimés pour les sinus périmés m'ont servi de mystérieuse drogue du dark web, une fois les étiquettes retirées. Mettre en place le site web sur le dark web a été un peu plus difficile, mais on peut trouver un tutoriel en ligne pour tout de nos jours. Au moment où j'étais prêt à aller me coucher, j'étais l'heureux propriétaire de l'Emporium des Mystères. Pour 50 $ en bitcoin, n'importe qui pouvait devenir l'heureux propriétaire d'une boîte mystère. Bien sûr, le site avait l'air de sortir tout droit du début des années 90, mais c'était suffisant. J'étais en affaires. Le lendemain matin, je suis parti à la recherche de clients. Heureusement, les messages de mon frère m'avaient rendu très familier avec la communauté des vlogueurs en ligne. Alors j'ai envoyé des messages à quelques petites chaînes avec des comptes jetables que j'avais créés et j'ai laissé quelques commentaires sur leurs dernières vidéos. Tu devrais faire une vidéo d'unboxing du dark web. Tu sais ce qui serait vraiment cool, déballer quelque chose venant du dark web. Je parie que tu aurais des millions de vues. J'ai entendu parler d'un nouvel endroit sur le dark web qui s'appelle l'Emporium des Mystères. Ils vendent des boîtes mystères là-bas. Tu devrais aller y jeter un œil. Ensuite, tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir et d'attendre. À la fin de la journée, j'avais fait 6 ventes. Ce n'était pas grand-chose au total, mais suffisant pour aider à mettre de la nourriture sur la table. À la fin de l'après-midi, j'avais les cartons prêts à être expédiés. Après tout, je ne cherchais pas à arnaquer ces gens. Ils ont tous pu faire leurs vidéos stupides, et moi j'ai pu manger. Tout le monde était content. J'en ai vendu quelques-uns de plus au cours des semaines suivantes, mais finalement l'intérêt est retombé. La vie a continué et mon frère m'a envoyé d'autres vidéos stupides,
et j'ai peu à peu oublié ma période de marchand sur le dark web jusqu'à vendredi dernier. Quand je suis rentré du travail, il y avait un colis qui m'attendait devant la porte de mon appartement. Quand je l'ai ramassé et examiné, j'ai réalisé que c'était une de mes boîtes mystères. On aurait dit que j'avais un client mécontent, mais ce n'est pas comme s'il allait récupérer son argent. Je l'ai emportée à l'intérieur et je l'ai ouverte. Elle était vide, à l'exception d'une clé USB que je ne reconnaissais pas. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dessus, mais je n'allais pas laisser un hacker mécontent infecter mon ordinateur. Alors j'ai ressorti un vieil ordinateur portable que je n'utilisais presque plus et je l'ai branché. Il était rempli de photos. Des photos de ma ville natale, de mon appartement, de moi. Celui qui m'a envoyé ça m'avait suivi, était entré chez moi, et en regardant ces photos, j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais dépassé par la situation. Vous voyez, tout ce qu'on trouve sur le dark web n'est pas forcément faux. Il y a des gens qui vendent vraiment des boîtes mystères, et ils en ont assez des escrocs comme moi qui leur font perdre de l'argent. Heureusement, ce sont aussi des gens très généreux, et ils veulent me donner une seconde chance. Je suis donc heureux d'annoncer que l'Emporium des Mystères est sous une nouvelle direction. Désormais, pour le même prix modique, vous recevrez une véritable boîte mystère. Elle comprendra un outil spécial provenant de la collection personnelle de mon nouveau partenaire, ainsi qu'une vidéo vous expliquant comment l'utiliser, avec moi en covedette. La partie du corps ou l'organe extrait pendant la vidéo sera également inclus comme souvenir spécial. Les stocks sont limités, alors cherchez-nous sur le dark web dès que possible. Nous attendons votre visite avec impatience. Le dark web a ruiné ma vie. Je n'y suis allé que parce que je savais que mon oncle y allait. Il était vraiment doué avec les ordinateurs, donc je suppose que je tiens mes compétences en technologie de lui. Je ne vais pas dire comment j'y suis allé parce que je ne veux pas faciliter la tâche à d'autres pour qu'ils fassent la même erreur que moi. Bref, après avoir un peu cherché, j'ai trouvé un lien intitulé « Paysage hypnotisant ». Je ne sais pas ce qui m'a poussé à cliquer dessus. Je n'avais pas du tout prévu de cliquer sur quoi que ce soit. Je voulais juste jeter un coup d'œil pour apaiser ma curiosité. Je suppose. Mais quand j'ai cliqué dessus, eh bien, c'était bizarre. Au début, un centre, c'était juste un tas de paysages normaux. Des photos de montagnes, de vieux châteaux, des océans, des choses normales. Puis les images ont commencé à défiler de plus en plus vite. Je n'arrivais même plus à distinguer ce qu'étaient les images. J'ai vu beaucoup de rouge, peut-être du sang, sur des vêtements ou un matelas. Je ne suis pas sûr, mais on aurait dit aussi qu'il y avait des mots par-dessus les images. Je n'ai pas pu lire ce qu'ils disaient en soi. Mais au bout d'un moment, l'image a encore changé. Soudain, ça s'est terminé par un écran noir avec un texte blanc qui disait « Bonne chance ». Je pense que je devrais préciser que tout cela a duré environ 30 secondes. Après que ce soit terminé, j'ai tout éteint et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais une migraine horrible. Elle ne voulait tout simplement pas partir. Quand je suis allé à l'école, tout le monde semblait tellement bruyant et agaçant. Ce gamin-là, Anthony en particulier, me rendait fou. Il n'arrêtait pas de me piquer avec son crayon, comme il le faisait tous les jours. Je lui disais d'arrêter, mais il se contentait de rire. Pendant qu'il faisait ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point ce serait génial si je pouvais simplement lui arracher le bras de son épaule, peut-être le piquer avec le crayon dans la gorge. Voir s'il aimerait ça. J'avais décidé que la prochaine fois qu'il me piquerait, je le tuerais. 1, 2, 3, 4. Coup de doigt. J'ai tourné brusquement la tête, je me suis levé et j'ai arraché le crayon de sa main si fort qu'il est tombé de sa chaise. Je me suis mis sur lui et j'ai plaqué le crayon contre sa gorge, en appuyant de plus en plus fort. Il a grippé mes bras, essayant de me repousser, mais je me sentais plus fort que jamais. Il n'arrivait pas à me repousser, alors qu'un filet de sang commençait à couler le long de son cou. C'est à ce moment-là que le principal, le vice-principal et 3 concierges ont réussi à me séparer de lui. Soudain, j'ai entendu tous les cris et l'agitation.
Les 35 élèves étaient tous entassés contre les murs dans un coin, tandis que l'enseignante, haletante, pleurait et reculait contre son bureau. Mes parents sont venus me chercher 21 minutes plus tard. La police n'a jamais été appelée, et j'imagine que les parents des élèves ont décidé de ne pas les appeler ni de porter plainte. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aurais appelé. J'ai été expulsé de l'école cependant, et mes parents étaient assez en colère. Je ne savais pas ce qui m'avait pris, mais alors que j'avais ce crayon contre sa gorge, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je me sentais bien, invincible, puissant. Maintenant, je me sens juste comme la même fille de 16 ans, 1m60, 55 kg, la petite fille que j'étais la veille, et ma migraine était que revenue. Super, je me suis souvenu qu'elle avait commencé à s'estomper quand j'ai plaqué Antoine. J'ai essayé de m'endormir, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment il s'était échappé. Je le voulais mort, ensanglanté au sol et haletant. Je voulais en finir avec lui. Je voulais être la dernière chose qu'il verrait avant de mourir. Je n'arrivais pas à croire que je pensais comme ça. Je n'avais jamais été violent auparavant, mais maintenant, c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Je me fichais de qui c'était. Je voulais juste tuer quelqu'un. Pas seulement les tuer, mais les torturer. J'ai décidé de retourner sur la page pour voir si je pouvais trouver des réponses. C'est ce lien qui m'a fait ça, qui m'a transformé en une sorte de monstre. Là, c'était un paysage hypnotisant. Cette fois, quand j'ai cliqué dessus, c'était une liste, un ensemble de règles. Numéro 1. Termine toujours le meurtre. Si tu ne le fais pas, la migraine s'aggravera rapidement et tu seras mort dans 4 mois. Numéro 2. Prends ton temps, ne termine pas trop vite ou la migraine reviendra plus vite. Numéro 3. Ne sois pas stupide. Ne te fais pas attraper. Et numéro 4. Laisse la marque, quelque chose pour qu'ils se souviennent de moi. Un petit J gravé sur leur front. Numéro 5. Tu es ma création, je t'ai fait pour continuer mon héritage. Ne lutte pas, ça n'en vaut pas la peine. J'ai maintenant 26 ans et j'ai tué un nombre incalculable de personnes. Anthony a été ma première victime officielle seulement 3 mois après l'incident, quand je ne pouvais plus supporter les migraines. Je ne pense plus être moi-même. Mon créateur verra probablement ceci et pourrait mettre fin à mes jours. Mais je voulais écrire ceci comme un avertissement avant que le monstre ne reprenne le dessus. N'allez pas sur le dark web. Ça n'en vaut pas la peine. Je travaille pour une grande entreprise qui aide à faire tomber les mauvais sites sur le web. Je ne peux pas révéler le nom ici, mais je fais ça depuis de nombreuses années maintenant. Il y a quelques années, j'ai découvert un groupe de Red Room appelé les 5 véritables Red Rooms sur le dark web. Maintenant, ne commencez pas à fouiner pour essayer de les trouver, parce que vous n'y arriverez pas. Une véritable Red Room ne peut pas être accessible via Tor. Si vous essayez, vous allez juste finir par choper un sale virus sur votre ordinateur. On m'a dit que ce sont des arnaques, mais rassurez-vous, quelques-unes ne le sont pas. Il est très difficile pour une personne qui ne comprend pas le concept des 5 véritables salles rouges d'essayer d'y pénétrer. Disons simplement qu'il faut connaître quelqu'un qui en gère une. On ne peut pas y accéder via Tor. Il faut connaître ou avoir la chance d'obtenir un code d'accès pour pouvoir entrer. Il faut prouver qu'on est digne de confiance. Dans ce cas, j'ai gagné la confiance de quelqu'un qui aidait à modérer l'un d'eux. Les véritables salles rouges sont une série de 5 pièces, un peu comme des portes. Si vous parvenez à accéder à la première salle rouge, vous payez en bitcoin et montrez que vous êtes sérieux, et vous pouvez obtenir la permission d'accéder à la deuxième salle, et ainsi de suite. Qu'y a-t-il dans ces diffusions en direct maléfiques ? Je vais vous le dire. Voici la première véritable salle rouge. J'ai cliqué sur le premier écran, une boîte noire est apparue me demandant mon code d'accès, je l'ai tapé. C'était 4 chiffres et un tiret dans mon nom d'utilisateur. Et il m'a donné accès au site, permission accordée, il disait que j'étais dedans. Je me suis dit que c'était trop facile.
Sur la première page, il y avait plein de cases vidéo noires avec des titres. Certaines d'entre elles étaient un train des vidéos intitulées « Regarde-moi, effrayé Cara » ou « Tiffany se fait surprendre ». J'ai cliqué d'abord sur « Regarde-moi, effrayé Cara ». Un homme qui semblait tenir une caméra de téléphone portable la pointe vers la porte d'entrée. Il est à l'intérieur d'une maison. On dirait qu'il se cache derrière une porte, et je peux voir les meubles du salon. Il y a un joli canapé en cuir et des étagères dans la pièce. Il chuchote dans une langue étrangère que je ne comprends pas. Il ne montre jamais son visage. Soudain, la poignée de la porte tourne et j'entends des clés qui s'entrechoquent. Une fille en uniforme d'infirmière vert avec des cheveux blonds et la peau bronzée. Elle entre, elle a l'air petite, elle doit avoir une vingtaine d'années. Soudain, j'entends la voix d'un homme crier. « Bouge pas !» Elle s'est figée comme un cerf pris dans les phares, puis elle a crié et laissé tomber ses clés. Un homme tout de noir vêtu, avec une cagoule noire, court vers elle avec un énorme marteau. Elle lève les bras, elle crie pour se protéger, et il la frappe à la tête. 2 fois avec le marteau. Elle tombe au sol et du sang coule sur le tapis blanc. Elle est complètement assommée. L'homme désigne celui qui se cache derrière la porte et dit « Ce qui ressemble au mot n'y va pas ». Les 2 caméras sont éteintes. Si c'était réel, c'était la chose la plus troublante que j'ai jamais vue. Ça n'avait pas du tout l'air faux. Je ne savais pas ce qui s'était passé ensuite. Je ne pouvais qu'imaginer. Je ne voulais même pas cliquer sur la 2e vidéo, mais je l'ai fait. La vidéo suivante s'appelle « Tiffany prend peur ». C'était encore pire. Cette fois, la caméra zoome sur ce qui semble être un parc. Une femme aux cheveux bruns en survêtement bleu fait des tours de piste. L'homme à l'accent étranger est assis dans ce qui semble être sa voiture, et je peux voir le pare-brise fissuré. Il porte des gants noirs mais ne montre jamais son visage. Il rit et parle un peu, et la fille des 5 continue de faire son jogging. Je voulais crier à la pauvre fille de s'enfuir et de sortir du parc, et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Elle ne pourrait pas m'entendre. Soudain, la caméra s'éteint. Je pense que la vidéo est terminée, mais j'avais très tort. La vidéo reprend ce qui ressemble à une vision nocturne, sévère et un peu saccadée. Je peux voir ce qui ressemble à un tas de pains autour, puis je vois ce sur quoi la caméra se concentre. Une fille est dans ce qui ressemble à un coffre et elle essaie de crier. Ses jambes et ses bras sont attachés et liés et elle rend une bâillon sur la bouche. On dirait la même fille qu'auparavant, celle en survêtement bleu. Elle est pieds nus. Je ne vois que les gants noirs et un bras qui semble poilu. On dirait le même gars que dans la vidéo précédente. Il est tout en noir et il brosse doucement ses cheveux noirs, et l'homme qui tient la caméra lui dit de se calmer en anglais. Elle pleure. Puis il commence à sortir son corps du coffre. Boum! Il cogne accidentellement sa tête contre le couvercle du coffre. Je me sens soulagé en pensant que tout cela n'est qu'une blague et qu'elle va bien. Soudain, je me sens écœuré. Je n'arrive pas à croire ce qu'il s'apprête à faire. L'homme en noir avec la cagoule la pose au sol et elle arrête de pleurer pour commencer à crier. La caméra fait un zoom sur son visage. Les lumières s'éteignent sur elle et tout ce que je vois, c'est l'obscurité. La pauvre fille a perdu tout espoir. J'ai envie de pleurer et je retiens mes larmes. Ils ont commencé à lui attacher les poignets au pare-choc de la voiture. Le caméraman est toujours là, tenant la caméra. L'autre homme monte dans la voiture. J'entends le moteur rugir. Ils ont la traîner derrière. Et sur ce, la vidéo s'arrête. Ce n'est pas un sujet très discutable quand les gens disent qu'Internet a pratiquement infiltré tous les aspects de la vie humaine. Internet est partout. Il nous entoure, nous traverse, nous enseigne et, plus intéressant encore, il nous transforme en tant qu'êtres humains.
La projection astrale fait partie de la culture et de la mythologie humaine depuis que les humains ont commencé à vivre sur la planète Terre. Différentes cultures anciennes ont dessiné différentes représentations d'extraterrestres et d'ovnis sur les parois des grottes et partout sur la planète, indépendamment des histoires et des mythes des unes et des autres. Les développements récents dans certains domaines de la science marginale nous indiquent même qu'il est cela possible que les enlèvements extraterrestres et la projection astrale soient à des expériences indissociables. Que l'enlèvement extraterrestre n'est possible que par un état modifié de conscience, comme la projection astrale. Bien que la plupart des gens, de nos jours, grâce à Internet, sachent au moins quelque chose sur ce qu'est la projection astrale. Cela reste encore entouré de mythes et de confusion. Comment des humains, allant des tribus indigènes aux élèves de première année accros à l'iPad, ont-ils pu vivre ce phénomène sans en avoir entendu parler auparavant ? Il est très difficile de nier que la projection astrale soit autre chose qu'une expérience très réelle et naturelle. En 1968, Charles Tethart a mené une expérience sur une femme qui affirmait vivre une expérience hors du corps chaque nuit lorsqu'elle dormait. Pendant une période de 4 nuits, il a mené cette expérience et a découvert que pendant les séances de projection astrale, la participante rapportait quitter son corps, flotter au-dessus de son lit et être capable de lire un nombre à 5 chiffres placés au-dessus d'elle, hors de sa vue. Le nombre à 5 chiffres correspondait à celui noté par le psychologue. Bien que cette expérience ait été critiquée à de nombreuses reprises, les résultats de l'expérience restent assez concluants pour suggérer qu'une expérience de sortie du corps pourrait très bien en être la cause, si l'on exclut la télépathie. La projection astrale a été réalisée de nombreuses fois, presque toujours avec des résultats choquants et apparemment concluants. Comme pour de nombreux sujets métaphysiques, cependant, il est difficile de prouver quoi que ce soit de manière absolue. Mais je n'ai pas besoin de me fier à ces expériences, car je vis assez souvent des phénomènes de sortie hors du corps. Revenons maintenant à Internet. La projection astrale, c'est lorsque vous êtes allongé dans votre lit et que votre âme ou votre corps astral quitte votre corps physique et peut explorer le monde sans contrainte physique. Vous pourriez voir la Grande Muraille de Chine, vérifier si votre petit ami ou votre petite amie vous trompe et surprendre accidentellement votre meilleure amie en train de se masturber alors qu'elle pense que personne ne la regarde. C'est un peu flippant, non ? Et n'importe qui peut le faire à tout moment. Avec toutes ces choses que vous pouvez faire, il semble que personne de sensé ne gaspillerait un tel potentiel de plaisir en passant son expérience hors du corps à surfer sur Internet. Mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est de cela que parle mon histoire. Je me suis réveillé dans la nuit avec une sensation de picotement sur tout le corps et un bourdonnement fort dans les oreilles. Je me sentais alerte, éveillé et plein d'énergie. Sans réfléchir, je me suis levé et je suis allé à mon ordinateur. Mais mon ordinateur n'était pas mon ordinateur portable. C'était un vieux moniteur avec un écran en verre bombé. Je me rends compte maintenant que c'était l'archétype de l'ordinateur. Je suppose que l'inconscient collectif des gens imagine un ordinateur comme une vieille machine sous Windows. J'ai regardé mon lit, et oui, comme je le pensais, j'étais en train de faire une projection astrale. Parce que j'ai touché la souris et l'écran s'est allumé, révélant un vieux bureau encombré avec un fond vert. Le système d'exploitation ressemblait à un mélange de Windows et de Mac système d'exploitation, ce que je trouvais vraiment cool. Pendant la projection astrale, vous êtes pleinement conscient, et certains rapportent ensemble que le rêve est même plus vif que la réalité. Habituellement, tout est identique au monde réel. Les experts dans ce domaine pensent que le royaume astral existe tout autour de nous, comme une sorte de 4e dimension. Invisible mais pourtant très réel, il existe comme une copie énergétique de tout ce qui se trouve dans notre monde. Il y avait des programmes étranges sur le bureau. Certains ressemblaient à de vieux prototypes de programmes comme Microsoft Word ou GarageBand.
Certaines des icônes qui n'avaient jamais été conçues montraient une petite photo carrée avec un crâne et de petits mots en bloc en dessous qui disaient « pas d'icône ». J'ai cliqué sur celle d'Internet Explorer et une boîte noire est apparue, affichant une barre de chargement blanche. Tu te souviens d'aller sur Internet sur les téléphones avant l'arrivée des smartphones, et comment toutes les pages étaient maintenant simplifiées en blocs de texte et d'images. C'est à ça que ça ressemblait. Les capacités d'affichage Internet d'un vieux téléphone portable. La traînée du pointeur de la souris s'étirait très longtemps, laissant une lente trace blanche à chaque mouvement. On aurait dit que tout dans l'ordinateur était joué au ralenti flou et avait l'air très étrange. Tout était noir, vert et gris. J'ai cliqué sur la barre de recherche et une liste de sites populaires est apparue. J'ai cliqué sur Google et ça m'a amené à la page, mais le mot Google n'était pas en lettres colorées, c'était juste écrit Google en Helvetica noir, très simplement. J'ai cliqué sur la barre de recherche, elle a clignoté en noir et rien ne s'est passé. J'ai essayé de taper, mais aucune lettre n'est apparue, alors je suis allé à la barre de recherche du dessus, et j'ai essayé de taper à nouveau. Rien ne s'est passé. Donc je suppose qu'on ne peut rien taper dans Google Astral. Ça te bloque pour une raison quelconque. J'ai regardé la liste des sites populaires et j'ai cliqué sur un qui disait Hypertext Transfer Protocol Secure Point / cimetière twitter.com. Ça m'a emmené sur une page qui ressemblait à Twitter, mais il n'y avait aucune image de fond. Et l'oiseau dans le coin supérieur ressemblait à un oiseau émoticône, et tout était écrit en texte blanc en bloc sur un fond noir. J'ai vu une liste de noms d'utilisateurs de célébrités, et puis à droite, à ma grande surprise, mon propre nom d'utilisateur. J'ai cliqué dessus, et cela m'a amené sur ma page Twitter. Mais ma photo de profil était une image d'un œil en très basse résolution. Très étrange. Vraiment flippant. L'œil me regardait droit dans les yeux. J'ai fait défiler la page et j'ai reconnu chaque tweet, mais aucun que j'avais réellement posté. Puis j'ai réalisé que chaque tweet était quelque chose que j'avais eu l'intention de tweeter, mais que j'avais oublié ou finalement décidé de ne pas publier. D'une manière ou d'une autre, cela avait été envoyé ici. J'ai cliqué sur mes photos et des images GIF de points gris flous, étiquetées avec des chiffres pixelisés. Chacune était géolocalisée à l'endroit où je l'avais postée, même si je m'assure toujours que la géolocalisation est désactivée sur mon téléphone et mon ordinateur. J'ai cliqué au hasard sur le lien et cela m'a rappelé l'histoire du shadow web de No Sleep, parce que ce qui s'affichait était une vidéo pixelisée de quelqu'un qui se faisait des entailles sur les bras avec un couteau. Et sous la vidéo, des gens tapaient des choses bolugons comme « plus profond que bar »,« coupe la veine et dans finissant ». Je me sentais malade et effrayé et j'ai voulu cliquer sur le bouton X, mais ma souris a bugué et m'a fait cliquer sur le bouton la caméra suivante juste en dessous. Ce que j'ai vu m'a encore plus terrifié. J'ai vu le poignet d'un homme attaché à une chaise, paume vers le bas. La caméra était tout près de la main de l'homme et une autre personne utilisait une pince à bec effilée pour arracher et retirer les ongles de l'homme. Un cri strident retentit soudainement dans le vieux système de haut-parleurs de l'ordinateur, me faisant mal aux oreilles et me donnant des palpitations. Ma tension artérielle était au plus haut, et l'homme à l'écran continuait à arracher les ongles. Ce que j'en conclus, c'est que le shadow web, étant un endroit aussi sombre, a laissé une marque permanente sur l'archétype d'Internet et y existe toujours. Et des cinglés capables de faire des projections astrales vont le voir pendant leur sommeil. J'ai appuyé sur la touche d'impression d'écran, je l'ai copié dans le programme Paint et je l'ai imprimé. Je ne pensais pas que ça n'allait pas vraiment s'imprimer. Je ne suis pas dans le monde réel. Je pensais qu'il fallait que je montre ça à la police. J'étais trop paniqué pour réfléchir à la logique de tout ça. L'imprimante a fait son travail et je suis allé appuyer sur le bouton d'alimentation de l'écran pour essayer de me réveiller de tout ça. Mais ensuite, j'ai vu un dossier sur le bureau intitulé « Humanité ». Son icône avait l'air différente des autres, plus récente. J'ai cliqué dessus et j'ai trouvé de nombreux dossiers avec des noms.
C'était presque comme s'il avait nommé toutes les personnes jamais nées. J'ai tapé les premières lettres de mon nom sur le clavier, mais l'écran a clignoté en noir, comme il l'avait fait auparavant. Alors j'ai fait défiler vers le bas jusqu'à ce que je trouve mon nom. Il y a environ 20 entrées. Alors j'ai développé l'onglet de date de création, et j'ai trouvé celle avec ma date de naissance. J'ai cliqué dessus. Ça ne s'ouvrait pas. Peu importe ce que je faisais, ça ne s'ouvrait pas, et l'écran devenait noir à chaque fois que j'essayais. Alors j'ai décidé de regarder dans le dossier de mon grand-père. Il était décédé des années auparavant. Alors j'ai fait défiler vers le bas et je l'ai trouvé. Et dès que son dossier s'est ouvert, une vidéo de lui est apparue à l'écran. Et il pleurait. Et il tremblait et criait. Le son provenant des haut-parleurs était terrifiant. Ça ressemblait à un mélange entre un bug informatique, un klaxon et un cri humain. Je n'ai pas pu fermer l'onglet assez vite. Je suis resté là, à pleurer et à trembler, me demandant pourquoi c'était arrivé. J'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai cliqué sur le dossier d'une autre personne au hasard. Tout ce qu'il montrait, c'était une photo comme prise depuis leur webcam, d'eux en train de naviguer calmement sur Internet. Dans le dossier, il y avait un fichier texte, et quand je l'ai ouvert, il y avait des informations sur eux, où ils étaient nés, et quand, et sous la rubrique « Décès », il n'y avait rien. J'ai décidé de voir ce qui se passerait si je cliquais sur quelqu'un d'autre qui était déjà mort. Alors j'ai entré le nom d'Albert Einstein et immédiatement une vidéo d'Albert Einstein lui-même, en train de crier et de trembler violemment, avec les yeux exorbités et la bouche grande ouverte, est apparue. Je l'ai fermé discrètement et j'ai réalisé que tous ceux qui étaient morts avaient un fichier .mav dans leur dossier au lieu d'une photo. Pour une raison quelconque, une image que j'avais vue sur Tumblr m'est revenue en tête. C'était une image qui disait « À quoi ressemblerait le monde si nous pouvions voir les ondes de transmission Internet et radio ?» ou quelque chose comme ça. Et il y avait des lignes grises floues qui traversaient tout. Et d'une certaine manière, j'ai fait le lien que, à cause des ondes du Wi-Fi, de la radio et des téléphones portables, quand nous mourrons, elles nous entourent et nous torturent parce qu'elles pénètrent le monde astral aussi bien que le monde physique. J'ai éteint l'écran. Et j'ai enfoui ma tête dans mes mains en me disant de me réveiller, et soudain je l'ai fait, dans mon propre lit. Il était environ 3 heures du matin. Je tremblais de partout. Et j'avais cette sensation aqueuse bien trop familière dans la bouche, et j'ai immédiatement vomi sur toutes mes couvertures. J'avais peur en traversant ma maison. J'avais l'impression que quelque chose était là avec moi, et tout ce que je voyais me traversait l'esprit à toute vitesse. Je ne dormais pas la nuit, et les bourdonnements ainsi que les cris étaient tout ce que j'entendais. Ce qui m'a le plus horrifié, c'est que le lendemain matin, j'ai vu une feuille de papier posée à l'envers dans l'imprimante. Je l'ai ramassée en disant que c'était la photo que j'avais imprimée, mais elle était complètement grise avec de fines lignes qui la traversaient. Et mon ordinateur portable était extrêmement chaud. Je crois vraiment à la projection astrale maintenant, et depuis, je fais des recherches dessus comme un fou. La plupart du temps, j'ai trop peur de dormir, parce que je ne veux pas refaire de projection astrale. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à penser que les ondes radio et le Wi-Fi peuvent réellement tourmenter nos âmes. Quand nous mourrons, mais chaque fois que je vois un téléphone portable, j'imagine des ondes de données qui en sortent, et si c'était vrai, pourquoi tous ceux qui sont morts crieraient-ils avec tout le bien que l'Internet nous a apporté ? Je continue de me demander, et s'il y avait quelque chose de plus sombre là-dedans ? Quelque chose de maléfique à ce sujet, sur le plan métaphysique ? Et si les humains n'étaient pas jamais censés aller aussi loin technologiquement ? Et si nous n'étions jamais censés devenir aussi avancés ? Je ne veux plus jamais faire de projection astrale. Salut les gars, c'est Mort ici et merci beaucoup de m'avoir écouté. 1h45 d'audio brut. J'ai été très impressionné. J'espère avoir tenu ma promesse quand j'ai dit que cette vidéo serait particulièrement longue, car je sais que beaucoup d'entre vous aiment vraiment les vidéos sur le dark web. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez mettre un like et laisser un commentaire avec vos impressions.
N'oubliez pas que je devrais publier une vidéo chaque soir, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour être à jour à chaque fois que je poste, comme ça, vous ne manquerez pas votre dose de frissons nocturnes. Si vous avez une histoire que vous souhaitez partager, comme celles qui ont été soumises ici, n'hésitez pas à me l'envoyer par email ou à la poster sur mon Reddit, les deux options sont très bien. Assurez-vous simplement d'inclure beaucoup de paragraphes et de ponctuation lorsque vous soumettez votre histoire. Mais bref. Pour l'instant les gars, je vais vous laisser rester géniaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.